L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes dans l'hebdo politique sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, mon invité est Guillaume Rouget, référent départemental de La République En Marche dans le département de l'Eure. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Guillaume Rouget, bonsoir. Bonsoir Dominique Carlier. Vous avez 36 ans, petit-fils d'ouvrier, fils de parents enseignants. Votre scolarité s'est déroulée en majeure partie sur la ville d'Évreux, pas loin d'un quartier qui vous est cher à Nétreville. Vous êtes ingénieur diplômé de l'école centrale de Lille, titulaire d'un master recherche en génie industriel et en management en administration des entreprises. Vous êtes, nous dit-on, un excellent expert comptable et vous êtes, il me semble, associé d'un cabinet international d'audit conseil. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors Guillaume Rouget, manque-t-il quelque chose à cette carte de visite, ma foi, bien pleine ? Oui, c'est assez long. Merci pour, pour cette description. J'ajouterais que je suis commissaire aux comptes aussi. Ah, d'accord. Première question, vous êtes, si mes renseignements sont un jeune ancien socialiste. Vous étiez notamment candidat en 2014 sur la liste du maire sortant Michel Champredon. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume Rouget ? Bien écoutez, quand Emmanuel Macron a lancé sa campagne pour les présidentielles, je faisais au même moment le constat que le monde politique était bloqué. Je l'avais vécu sur les quelques années au Parti Socialiste que j'avais vécu dans ces réunions où finalement le Parti Socialiste était finalement centré sur lui-même. Il s'observait, mais il n'observait plus et il ne parlait plus aux citoyens. Et la démarche d'Emmanuel Macron au moment de lancement de la campagne présidentielle correspondait très bien à l'idée que je me faisais de ce que devait devenir la politique, c'est-à-dire un rassemblement de femmes et d'hommes issus de différents horizons, mais qui mettaient au service de leur engagement et au service du pays leurs convictions et leur puissance d'action. Il y a eu une transition entre le PS et En Marche. Il y a eu une période où vous n'étiez pas forcément dans la politique. Oui, bien sûr. Je me suis un peu désengagé du Parti Socialiste, notamment après les élections municipales. Ça a été une période où j'avais beaucoup d'expériences professionnelles à mener. Et puis, ce moment de la présidentielle, j'ai décidé vraiment de me réinvestir avec force, parce que je pensais qu'on était à un moment charnière pour le pays. Je voyais, notamment à mon contact des entreprises, qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des réformes qu'on avait évitées depuis des décennies, et que le pays prenait une pente qui était dangereuse, et que si on ne prenait pas les mesures nécessaires, on allait dans le mur. C'est ce qui vous a amené ensuite à devenir animateur du comité local En Marche à Évreux ? Oui. J'ai créé dès le départ ce comité local à Évreux, parce que je pensais que c'était nécessaire pour une ville comme Évreux d'avoir ce lieu qui serait ouvert à des citoyens qui n'étaient pas forcément proches du monde politique. L'objectif, l'ADN de ce mouvement créé par Emmanuel Macron, c'était justement d'ouvrir les portes et permettre à ces citoyennes et ces citoyens qui ont cette capacité d'engagement, qui ont cette force de conviction, qui ont leurs engagements associatifs, eh bien de pousser la porte de l'engagement politique, parce que la politique c'est ça, c'est des hommes et des femmes qui veulent agir sur leur territoire. À votre arrivée dans ce mouvement, justement, vous disiez qu'il va falloir se donner un peu plus de charisme et se professionnaliser. C'était l'une de vos tâches donc à l'arrivée au sein du comité départemental. Est-ce que ça y est, est-ce qu'on est moins amateur, entre guillemets ? Est-ce qu'on agit en jeune vieux briscard ou il y a encore du boulot ? Alors justement, je vous arrête tout de suite, on essaye justement de ne pas répéter les erreurs des autres mouvements politiques. Okay. Donc je ne sais pas si ce sont des vieux briscards, en tout cas ce sont des recettes qui n'ont pas fonctionné. Si je refais un peu l'histoire, moi j'ai pris mes fonctions de référent départemental il y a 16 mois maintenant, à la suite de Fabien Goudfard qui a été élu député. Et ma feuille de route, mon objectif, c'était d'ancrer ce mouvement dans le département, dans les territoires. Alors on a beaucoup travaillé, on partait d'une feuille blanche.
On a créé 30 comités locaux, on a 2500 adhérents et on a cette capacité d'action dans les comités locaux, au contact de nos concitoyens. La semaine dernière encore, un groupe de femmes a été réuni à Évreux, des cafés citoyens se lancent, des consultations citoyennes se forment dans tous les comités locaux sur les grands textes de loi. On est présent sur les marchés et je peux vous dire que quand on se compare aux autres partis politiques, aux autres formations politiques, finalement on voit qu'on est très présent sur le terrain. Vous disiez il y a un an justement que votre mouvement devenu parti devait peser sur le long terme dans le paysage politique. Alors médiatiquement on peut dire que c'est fait, mais au sein des villages, des campagnes, à la porte des Restos du Cœur ou dans la file d'attente de Pôle emploi pour essayer de grossir le trait, on ne pense pas comme vous. Alors est-ce que ça va venir? Est-ce que le discours commence déjà à peser? Vous savez, pour que les citoyennes et les citoyens renouent avec le monde politique, pour qu'on puisse vous entendre déjà. Pour qu'on puisse nous entendre, il faut qu'on ait des résultats. Et ces résultats, le résultat des réformes, le résultat de la politique que nous menons depuis seulement un an, commence à se faire sentir. Vous voyez que les indicateurs économiques de notre pays s'améliorent. On voit que pour la première fois depuis des décennies, par exemple, le budget de la sécurité sociale en 2019 sera à l'équilibre. On respecte nos engagements en matière de maîtrise de la dépense publique. On met en œuvre toutes les mesures que nous avions promises pendant la campagne. Le mois d'octobre est un mois important, il faut que les citoyens le comprennent. C'est le mois de la baisse de la taxe d'habitation pour près de 80% des foyers qui la payaient historiquement. C'est aussi la suppression des cotisations chômage et maladie qui pesaient sur les salaires. Ce sont des actes concrets, ce sont des actes qui augmente le pouvoir d'achat de tous les concitoyennes et tous les concitoyens. La réforme des retraites aussi. Et la réforme des retraites, qui est à l'œuvre et qui fait l'objet d'une méthode très précise. C'est une méthode qui a été inaugurée par Muriel Pénicaud avec les ordonnances travail il y a de cela un an, et qui était la première grande réforme du quinquennat. Et là, on est sur cette même méthode. C'est celle de la concertation qui est menée par le commissaire Jean-Paul Delvoye, qui est chargé de ce sujet des retraites, et qui, avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi avec les citoyens qui sont associés à cette réforme lors de réunions publiques, qu'il a menées partout sur le territoire, à ce sujet de la réforme des retraites. Juste un mot sur les retraites. Tout d'abord pour dire que la réforme que nous allons mettre en œuvre courant 2019 ne concernera pas les retraités d'aujourd'hui. Elle concernera tous ceux qui vont devoir prendre leur retraite à l'avenir. Et moi, je rencontre beaucoup de jeunes actifs dans mes déplacements, dans mes visites d'entreprise, au contact des salariés, qui me disent « Oh, vous savez, moi, je sais que je n'aurai pas de retraite. » L'objectif de cette réforme, c'est justement d'aller contre ces lieux communs. Non, nous nous battons pour justement préserver le modèle par répartition de notre système de retraite et pour que chacun à l'avenir puisse avoir une retraite équitable. Donc normalement, si on a bien compris les textes, pour vous, vous avez encore 30 ans à travailler, c'est ça? Oui. En gros. On va revenir sur de la politique plus locale. En septembre dernier, vous avez présenté à la presse le texte d'une tribune signée par une quarantaine d'élus, membres de la société civile. Il y avait divers citoyens également, pas forcément adhérents. On sait que Danielle Jeanne, présidente du Modem de l'Eure, n'a pas signé cette tribune. Est-ce que vous êtes fâché avec le Modem? Non, pas du tout. Avec le Modem, on est alliés au niveau national et on se parle souvent au niveau local. On partage un même socle de valeurs, des valeurs progressistes, des valeurs de défense de l'Union européenne et de la poursuite de sa construction. Et d'ailleurs, ça sera un élément important dans les mois qui viennent, puisque les élections européennes arrivent. Et vous savez, quand on a fait notre conférence de presse, puisque vous parlez du lancement de notre initiative pour qu'Évreux avance vraiment, le Modem était présent dans la salle, Danielle Jeanne était présente, Christophe Menant, le délégué départemental du Modem également. Donc vous voyez, les liens sont des liens de proximité et de confiance. Dans cette tribune, on parle de transition écologique, de mutation de l'agriculture, santé, économie. Tout ça, ça ressemble un peu à un programme électoral. Un programme, en tout cas, ce sont des grandes orientations. Oui ou non?
c'est une vision, oui, mais la République En Marche a vocation à porter une liste aux élections municipales, si c'est la question. Et à Évreux, mais comme dans d'autres villes du département. Ce qu'on a voulu faire avec cette initiative, c'est dépasser les partis, les mouvements politiques, et puis dire aux citoyens, venez vous engager. Et je le redis, pour qu'Évreux avance vraiment, c'est vraiment un rassemblement de forces vives qui veulent que Évreux, notamment, et l'agglomération ébroïcienne réussissent. Moi, je pense qu'Évreux a beaucoup d'atouts. Évidemment, je suis pas aveugle, je vois qu'il y a des difficultés. Ces difficultés, elles sont aussi dues à des choix politiques qui ont été faits par le passé. Il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Mais moi, je veux regarder l'avenir, et je pense que Évreux et son agglomération a un vrai avenir, et que cette ville peut prendre toute sa place, par exemple, dans le renouveau de l'industrie, pour capter cette nouvelle croissance qui va entraîner la croissance française. Je pense qu'en matière de transition écologique, nous pouvons aller au-delà. Je pense que notre positionnement au cœur d'un territoire rural, au moment où le monde agricole se révolutionne, a aussi une place à prendre. Notre proximité avec la région parisienne est aussi un élément sur lequel nous devons travailler. Nous avons beaucoup d'atouts et j'aime cette ville et j'y crois. Le texte porte l'intitulé « Pour qu'Évreux avance vraiment ». Donc actuellement, avec Guy Lefranc, ça avance un peu, ça avance lentement ou pas du tout ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que le slogan qu'il avait à l'époque, c'était « Réveillons Évreux ». D'accord. Aujourd'hui, avec la crise des finances de la ville, qui maintenant éclate au grand jour, et dont nous parlions déjà en septembre au moment du lancement de notre initiative, les citoyens se réveillent avec une forme de gueule de bois. Ils s'aperçoivent que, au lieu de réveiller Évreux, de renouer avec l'attractivité, finalement on a plombé les finances de la ville, on n'a pas priorisé nos investissements, on a fait des mauvais choix en matière de développement de surfaces commerciales incontrôlées en périphérie de la ville, qui font mourir le cœur de ville. Et je pense que Guy Lefranc s'aperçoit aujourd'hui que le bilan n'est pas bon. Et les travaux qu'il mène aujourd'hui, c'est une manière pour lui de s'acheter un bilan. Mais il l'achète à grands frais. Et ce sont les Ébroïciens qui vont payer ce bilan. Fabien Goudefard, député de la 2e circonscription, a salué justement l'enracinement local qui va au-delà des étiquettes, selon lui. On vous sent quand même un peu à droite en ce moment ? Alors, au niveau national, vous trouvez, moi je réfute complètement cette vision. Cette vision. Vous savez, quand on lance un plan santé qui doit permettre de repenser la place de l'hôpital, de la médecine de ville pour répondre aux enjeux de démographie médicale, et je sais qu'à Bernay c'est un vrai sujet, quand on dédouble les classes de CP et de CE1 dans les zones prioritaires, quand on relève le minimum vieillesse, la prime d'activité, on répond à des enjeux de pauvreté dans notre pays. Est-ce que ce sont des mesures de droite ? Est-ce que ce sont des mesures de gauche ? Finalement, ça importe peu. Ce qui nous anime, c'est d'avoir de l'effet sur le pays concrètement et de lutter contre cette pauvreté. Très bien, Guillaume Rouget, vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. L'hebdo politique. Retour dans l'hebdo politique sur Radio Sensation où ce soir je reçois Guillaume Rouget qui est le référent départemental de La République En Marche dans le département de l'Eure. On vous surnomme sans doute vos détracteurs le mini-Macron dans le territoire. Est-ce que ça vous gêne ? Écoutez, moi je prends. Vous prenez ? Ouais. Très bien, on passe à autre chose. Vous réunissez à peu près, je pense que c'est tous les 3 mois, lorsque l'agenda le permet, vos 5 députés afin de faire le point sur les différentes circonscriptions du département. Alors on parle de quoi avec Marie Tamarel, Fabien Goudefard ou Bruno Kettel par exemple, en sachant que tous n'ont pas les mêmes soucis sur leur territoire ? Alors effectivement, il y a un an de cela, on a créé ce comité politique qui rassemble le référent donc de La République En Marche, moi-même, et puis l'ensemble des parlementaires. Mais nous avons d'autres instances de dialogue au niveau régional aussi, où je rencontre l'ensemble des référents de La République En Marche des autres départements. C'est une initiative que nous avons portée, qui était une initiative innovante dans le mouvement. Donc nous avons plusieurs instances de dialogue et de partage, l'objectif étant de préparer les prochaines échéances électorales, bien entendu,
puisque comme je vous le disais, nous avons vocation à peser sur ces élections, mais également de partager les thématiques, les difficultés, les atouts de nos territoires et la façon de tout faire pour mieux œuvrer pour nos territoires. C'est une bonne instance, dialoguer, travailler ensemble, construire un collectif, j'y crois beaucoup et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique. C'est fini le temps où chacun tirait dans son coin. Je le dis pour le monde politique, mais je le dis aussi pour nos territoires. Moi, ce que j'observe, c'est que dans l'Eure, on a trop longtemps été en concurrence, ville contre ville, territoire contre territoire, communauté d'agglomération ou contre communauté de communes. Je pense que ce temps est révolu. Si nous voulons emmener notre territoire, notre département sur une trajectoire beaucoup plus positive et plus vertueuse, je pense que nous devons tirer dans le même sens. C'était un peu chaud sur Vernon, ça va mieux maintenant ? Est-ce que vous avez retapé le bateau ? On rappelle que les co-animateurs du comité vernonnais avaient quitté la structure pour des divergences d'opinion, etc. Ça va mieux avec Clémence Lafaux et Rémi Ferreira ? Je vous rassure, à Vernon, le comité local est au travail. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui se sont engagés au moment de la campagne présidentielle, au moment des législatives, pour faire campagne. D'autres se sont un peu éloignés du mouvement. D'autres nouveaux sont venus. Les périodes sont différentes. Et les formes d'engagement peuvent être différentes. Aujourd'hui, on est effectivement moins à coller des affiches qu'à faire la pédagogie des réformes. Et donc finalement, certains se retrouvent plus dans ce mode d'action, mais ce sont des phases. Vous savez, c'est un mouvement de gens qui sont des bénévoles. Moi, je suis bénévole, j'ai un travail, j'ai une activité professionnelle. On ne peut pas demander un engagement à 100% à tout le monde. Il faut bien le comprendre. Donc, effectivement, moi, je peux bien comprendre qu'à certains moments de la vie, l'engagement il soit un peu moins fort. Et donc, à Vernon, on a un comité local qui a un peu changé de tête. Mais il est au travail. On a eu des belles réunions au moment de la réforme de la SNCF. Il y a quelques semaines avec Jean-Baptiste Djebari qui était le rapporteur de la loi qui est venu à Vernon. On prépare d'autres actions sur Vernon et puis avec Sébastien Lecornu, on est en relation régulière. Bien. Et à Gisors, tout est raccord ? À Gisors, on a un comité au travail également. Ok. Vous supervisez, je crois, une trentaine de comités locaux. Est-ce que ça coince toujours autant dans le sud du département ou c'est aplani ? Dans le sud, ça progresse. Ça progresse ? Oui. J'étais notamment à Saint-André-de-l'Eure il y a quelques jours pour participer à la réunion de rentrée du comité local en présence de Séverine Gibson. On a un comité au travail qui prépare des actions pour les semaines qui viennent, donc tout va bien. On parlait tout à l'heure en préambule du nombre d'adhérents, 2500 après la présidentielle et la législative. On en est où aujourd'hui ? Certains disent que ça stagne, ça progresse ou pas ? Alors, après la présidentielle, on était aux alentours de 2200. Donc ça a progressé au cours des mois qui ont suivi l'élection présidentielle et l'élection législative. Aujourd'hui, on est dans une phase de stabilisation. On ne perd pas d'adhérents. Pour les élections, il en faudrait plus ? 2500 adhérents, c'est déjà un beau volume d'adhérents. Moi, je pense que nous devons toujours convaincre. Donc, j'appelle vos auditeurs à aller regarder notre site internet, enmarche.fr. L'adhésion est gratuite et vous pourrez rejoindre un comité local dans le département. Il y en a 30. Vous pourrez trouver un comité local pour venir partager sur les réformes qui sont des réformes importantes. Vous citiez les retraites, mais il y en a bien d'autres. La loi Pacte notamment qui est en discussion à l'Assemblée. Venez discuter au cœur des comités avec les animateurs des comités locaux. C'est très simple et vous verrez qu'il y a beaucoup de convivialité et beaucoup d'envie de faire progresser le pays et nos territoires. Vous avez piqué des adhérents aux Républicains ? Alors franchement. Je pense que dans la grande majorité des adhérents de La République En Marche, et c'est ce qui fait aussi notre fierté, c'est qu'elle n'était pas politisée. C'est pas des transfuges d'autres partis politiques. Alors bien sûr, il y a des gens qui faisaient de la politique avant. Mais la grande partie de nos 2500 adhérents, finalement, c'est des gens qui avaient un engagement associatif ou qui finalement s'intéressaient à la politique, mais sans jamais franchir le pas. Et c'est vraiment ça que nous voulons proposer. Et on va continuer. Et donc, j'adresse un message à vos auditeurs. L'adhésion est très simple. Venez échanger avec nous. Et puis, nous lançons aussi un programme dans les jours qui viennent qui s'appelle 1000 talents.
C'est un programme national qui va se déployer en Normandie et dans l'Eure en particulier, où nous allons à la rencontre des citoyens pour identifier des talents qui, par leur action, par leur capacité d'écoute, dans la société civile, pourraient faire de bonnes recrues pour les élections à venir et pour s'engager dans le monde politique. Dans l'industrie, le monde sportif, associatif. Oui. Nous lançons cette campagne des talents et nous disons à ces talents, nous allons vous donner les moyens de comprendre les codes de ce monde politique, de monter en compétences et vous serez accompagnés. Ce sera un programme de mentorat, donc vous aurez un mentor qui est proche du monde politique et qui vous accompagnera dans votre formation pour vous donner les clés et les moyens de réussir et de participer à la transformation du pays. D'accord. Quels sont vos rapports personnels ou non avec Sébastien Lecornu et Bruno Le Maire? Est-ce qu'ils supervisent? Est-ce qu'ils viennent de temps en temps conseiller ou pas? Avec Sébastien Lecornu, nous nous voyons très régulièrement. Sébastien Lecornu est attaché à son territoire, à son département, à sa ville de Vernon. Il est tous les week-ends à Vernon. Oui, pratiquement. Oui, mais c'est bien d'avoir des ministres, des secrétaires d'État qui gardent ce lien avec les territoires. Vous savez, moi, quand j'entends dire que La République En Marche, ou en tout cas le gouvernement serait déconnecté des territoires, je vois pas du tout, ça comme ça. Sébastien Lecornu est l'exemple même d'un membre du gouvernement qui est en lien étroit avec son territoire. Et évidemment, nous parlons de l'avenir du mouvement, de l'avenir du département, de l'avenir de la région. Nous nous voyons très souvent. Et je pense que c'était pas gagné au départ. On venait de deux horizons politiques différents. Il y a un an, on se connaissait pas. On a appris à se connaître et je crois pouvoir dire que la confiance est réciproque. Et est-ce que c'est un peu plus froid avec le président de région, Hervé Morin? Écoutez, avec Hervé Morin, pour être tout à fait franc, j'ai pas de relation. Oui. Hervé Morin a pris une posture, je pense une posture politicienne, qui était de mener finalement une forme de fronde et de mener les territoires contre un pouvoir centralisateur. Je ne partage pas cette vision. Je pense que les mesures que nous prenons sont justement à destination de la croissance des territoires. Et je pense qu'Hervé Morin, dans son diagnostic, se trompe. Hervé Moret? Hervé Moret, de bonnes relations. D'accord. Sans plus. Écoutez, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. D'accord. Mais voilà, on a eu l'occasion d'échanger. Et c'est quelqu'un d'agréable. On vient sur un sujet qui a fait polémique et débat et qui continuera certainement dans les prochaines semaines. Le gouvernement a fait l'annonce d'un grand plan national sur l'apprentissage. Le département de l'Eure, on le rappelle, a 8 CFA, spécialisés entre autres dans l'agriculture, l'élevage, le bâtiment ou le commerce. Quel avenir pour ces centres de formation? Certains disent qu'on va vers une privatisation de la formation et de l'apprentissage. C'est encore une image en fait, galvaudée. Ce sont des grands mots. Il faut revenir au diagnostic. Aujourd'hui, l'apprentissage dans notre pays n'était pas suffisamment utilisé comme un levier d'emploi. On a 7% d'apprentis contre 15% dans des pays limitrophes comme en Allemagne. Donc on voit que cette décorrélation, cet écart entre des pays qui sont proches était problématique. Pourquoi c'est problématique? C'est parce que le taux d'insertion dans l'emploi après une formation en apprentissage est extrêmement élevé. Et donc se priver de ce potentiel que revêt l'apprentissage, c'était une erreur. Et c'était du gâchis pour des générations et pour les jeunes de notre pays. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi, sur cette mesure emmenée par Muriel Pénicaud, on a réfléchi au blocage. Et peut-être qu'un des blocages, c'était justement une forme de politisation de ce sujet de l'apprentissage. La grande mesure, c'est de confier aux branches professionnelles le choix de définir le meilleur moyen d'accélérer dans l'apprentissage et de leur donner les clés, les moyens de créer des CFA là où c'est nécessaire, d'orienter le cursus pédagogique et les diplômes pour répondre aux enjeux des demandes d'emploi dans les territoires. Et je pense que nous allons y arriver. Je veux juste donner un chiffre. Les décrets d'application de cette réforme de l'apprentissage ne sont pas encore passés. Ça veut dire que la réforme de l'apprentissage n'est pas encore mise en œuvre. Eh bien, on voit déjà que rien que d'avoir parlé positivement de l'apprentissage, d'avoir dit que l'apprentissage était une filière d'excellence, on a 40% de demandes d'inscription
dans ces filières d'apprentissage à la rentrée cette année. Et c'est un premier signal très encourageant. Dernière question avant de se séparer. Après les européennes, vous avez en ligne de mire les élections municipales. Petite indiscrétion, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Bernay et Pont-de-Mer, en marche bientôt ou pas? Écoutez, sur les municipales, allez-y. sur les municipales, on est à la phase de diagnostic. D'accord. Voilà. Donc, à Pont-de-Mer comme à Bernay, nous allons mener ce travail. Il est en cours avec les comités locaux. Ce que je peux dire, c'est que la situation de Bernay nécessite un nouveau souffle. D'accord. Et donc, La République En Marche pèsera dans ce débat à Bernay. La situation de Pont-de-Mer est très différente. Oui, Michel Leroux est pratiquement en marche. Voilà. Donc, ok. Un hobby, une passion en dehors de la politique, juste avant de se quitter? Oui, moi je suis musicien. Vous jouez du violon? Je suis violoniste. Oui, voilà. C'est donc j'essaye à mes heures perdues, qui sont assez peu nombreuses, d'accord, de continuer à pas trop perdre ma pratique. Merci Guillaume Rouget d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.